3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Valérie Gastaldi d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes stratégiste de Day by Day et Franck Dixmier nous accompagne également ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Commençons peut-être avec les premières estimations d'inflation qu'on a pu avoir pour différents pays de la zone euro en attendant le chiffre global demain, qu'on peut estimer d'ailleurs plus proche de 6 quand il était à 7 au mois d'avril sur un an. Ça fait quand même une petite marche à la baisse qui passe pas inaperçue, Franck. Non, c'est tout à fait corrélé en fait avec la décélération qu'on a sur l'activité. Ça va de pair. C'est conforme à notre modélisation. Quand on regarde les effets de base qui sont à l'œuvre, ils sont quand même extrêmement puissants. Et cette inflation qui décélère va décélérer encore plus en fait sur la fin de cette année. Mais notamment aux États-Unis. Là, vous avez cité la zone euro, oui. C'est vrai. Mais aux États-Unis, ça va être extrêmement spectaculaire puisqu'on attend une inflation totale entre 2 et 2,5 en fin d'année, alors qu'elle devrait être quand même très légèrement supérieure, quand même, très nettement, supérieure en Europe encore. En zone euro. D'accord. Mais ce qui importe vraiment pour les marchés, comme d'habitude, c'est l'inflation cœur. Ouais. Et c'est là-dessus, en fait, que les investisseurs vont réellement se concentrer. C'est un sujet qu'on va développer, évidemment, les banques centrales, mais il faut se souvenir quand même des déclarations répétées de Philippe Lane, Christine Lagarde, sur la fonction d'action de la Banque Centrale Européenne. Ce que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est le niveau de l'inflation cœur, c'est le momentum, donc la tendance, l'évolution prévisible de cette inflation cœur, et c'est la bonne transmission de la politique monétaire. Et en zone euro, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. On peut en parler, mais avec notamment des politiques budgétaires en soutien, et un policy mix qui n'aide pas la Banque Centrale Européenne. Et puis une Banque Centrale Européenne qui est en retard par rapport à la Fed, qui a encore pas mal de chemin à faire. C'est pricé dans les marchés, mais peut-être pas assez. Donc là, c'est aussi un sujet... sujet de fragilité. En fait, oui, non, mais restons sur la zone euro. On est loin d'être confortable encore avec cette histoire d'inflation cœur, avec des effets de second tour qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il faut avoir en tête que l'inflation cœur en zone euro va être plus collante, plus persistante que celle qu'on a pu observer aux États-Unis, par exemple, Franck ? Oui, enfin, c'est probable. En fait, quand on regarde l'évolution des salaires, on a à peu près 5% de hausse des salaires. Ça rend effectivement les prévisions sur l'inflation cœur, on peut être difficilement optimiste là-dessus. Ça va être un peu collant. On voit une inflation cœur autour de 3,7, 3,8 en fin d'année. C'est pas un niveau satisfaisant pour la Banque centrale. Et elle ne peut pas s'en satisfaire. Donc, et encore une fois, ce policy mix qui ne l'aide pas va la contraindre à garder une position d'extrême vigilance. Data dependent, donc elle va aussi réagir par rapport aux différentes publications d'inflation, non seulement dans une vision prospective, mais elle sera obligée de maintenir la pression, parce qu'il est quand même assez paradoxal de constater que malgré le fait qu'on ait une inflation cœur qui soit quand même extrêmement élevée en zone euro et qui va rester collante sur des niveaux hauts, on a une courbe extrêmement plate sur les parties moyen et long terme et sur des niveaux extrêmement bas. Enfin, on a un Bund qui a tenté une petite échappée au-delà des 2,50 de taux, mais on voit qu'on n'y arrive pas en fait. On a quand même des taux, donc des conditions de refinancement en zone euro qui restent quand même extrêmement favorables. L'idée que la Fed a du mal à installer une pause à ce stade, oui, ça doit nous faire réfléchir quand même sur la lutte et la persistance qu'il va falloir avoir dans la lutte contre l'inflation. Parce que la Fed a été quand même beaucoup plus agressive, beaucoup plus réactive, est allée beaucoup plus vite, beaucoup plus haut en termes de choc de taux que l'a fait la Banque Centrale Européenne. Et c'est vrai que l'idée de la pause que Jérôme Powell distillait il y a à peine quelques semaines semble déjà prise à revers. Alors peut-être pour un ajustement qui restera encore à la marge, marginal bien sûr, mais on voit bien quand même que même après 500 points de base de hausse de taux, c'est compliqué de se dire que le travail est fini, quoi. Non, c'est très compliqué, et le tout dans un contexte de forward guidance extrêmement faible. En fait, c'est vrai que la portée des déclarations des membres de la Fed est extrêmement réduite. On a eu des phases d'extrême volatilité sur la période récente, sur les anticipations de hausse de taux de la Fed. Souvenez-vous, en février, on a eu une capitulation totale des investisseurs qui avaient revu de plus de 100 BP
leurs prévisions de hausse de taux de la Fed avec un taux terminal autour de 5,75. Fin février. C'est pas si loin, hein. Avril-mai, c'était il y a 2 mois. Entre-temps, on a eu la crise des banques régionales aux États-Unis, donc qui s'est traduit par un resserrement assez drastique des conditions monétaires, et quelque part avec la fausse idée que ça pourrait influencer la Fed dans sa lutte contre l'inflation. Mais non. Mais en fait, non. La Fed a un gros problème aussi sur l'inflation cœur, avec notamment l'évolution des loyers. Les loyers, c'est à peu près 38% des indices d'inflation. Et quand on voit la tendance sur les loyers, c'est pas bon du tout, quoi. On est à plus de 8% sur un an. Donc, alors c'est vrai que les prix de l'immobilier baissent, mais on a eu ce rebond aussi des ventes de maisons neuves aux États-Unis qui posent beaucoup de questions, en fait, sur l'évolution de ces indices cœur d'inflation. Donc, c'est sans doute pas terminé. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'arguments pour la Fed de faire une pause. Mais ce qu'on attend, c'est un peu une pause au quiche. Ça veut dire avec un discours extrêmement dur, avec beaucoup de vigilance sur les perspectives d'inflation, avec le message sous-jacent très clair. Nous sommes vigilants, nous sommes en contrôle. On fera tout ce qu'il faudra faire pour lutter contre l'inflation. On a aussi plein d'arguments pour justifier une pause. Oui. Il y a eu quand même 500 BP de hausse des taux en 15 mois. Enfin, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Plus ce resserrement des conditions monétaires et financières aux États-Unis à l'œuvre, qui est réel, qui est tangible. Il faut du temps aussi pour que l'économie réelle soit affectée par des hausses de taux. Donc ça peut justifier une pause, mais une pause d'extrême vigilance. Les prochains meetings, 13-14 juin pour la Fed, 15 juin pour la Banque Centrale Européenne. À ce stade de l'histoire, Pierre, comment on réfléchit effectivement à la question de l'inflation ou de la désinflation ? Est-ce qu'on a envie d'y voir quand même, en Europe notamment, peut-être le début d'un tournant qu'on attendait depuis quelques mois ? Oui, alors pour l'inflation, en fait, on a beaucoup qualifié le terme de temporaire avec les banquiers centraux sur est-ce que c'était justifié, finalement pas justifié. Bon, la temporalité était de 2 ans, mais on voit qu'on est dans une phase de désinflation. Moi, je crois que le vrai enjeu maintenant, puisque c'est à peu près bien évalué aux États-Unis, on sait que ça va vraiment tendanciellement aller vers 2%, entre 3 et 2% et très rapidement. On a gagné en visibilité quand même de ce point de vue-là. Ouais, sur l'inflation, on va dire que le sujet est un peu derrière nous. En revanche, le sujet prégnant, il me semble, c'est est-ce qu'on va en récession ou pas et avec quelle force. Et ça, là, on va dire qu'on a l'album Panini de tous les avis, puisque et je pense que les banquiers centraux, qui sont certainement beaucoup plus intelligents que moi en tout cas, sont quand même essaye de résoudre cette énigme de marché de l'emploi extrêmement fort, marché immobilier qui se maintient plutôt pas mal, et une récession à venir. Et là, encore une fois, on a beaucoup de mal à anticiper cette courbe des taux, parce que si l'inflation baisse, avec un certain petit problème d'inflation de cœur, mais je pense que les effets de second tour, en fait, sont moins persistants que ce qu'on peut craindre. Non, mais en fait, les salaires réels sont quand même en baisse. Donc, on n'a pas un overshooting des salaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, on voit que les hausses de salaires n'ont pas excédé les chiffres d'inflation. Donc, je suis pas sûr que les problèmes de second tour soient vraiment devant nous. Mais en tout état de cause, est-ce qu'on a une récession à venir ? Là, c'est vrai que le marché a du mal à se positionner, d'où cette courbe des taux absolument incompréhensible, ni aux États-Unis, ni en Europe, avec bien sûr le psychodrame sur le relèvement du plafond de la dette américaine qui a pu casser vraiment la partie extrêmement courte de la courbe américaine. Donc pour se positionner, c'est vrai que c'est compliqué de se dire où va le 10 ans, comment la courbe va-t-elle pivoter, sachant que effectivement la pause dans les taux courts est revue et remise à 2024. Donc on sait qu'on va rester au-dessus de 5% très probablement jusqu'en fin 2023, début 2024. Et l'ampleur de la baisse des taux dépendra finalement de l'ampleur de la récession à venir. Mais la récession, elle vient, mais on la voit toujours pas. Moi, j'ai plutôt croisé ces derniers temps des économistes qui ont plutôt eu tendance à reporter encore de quelques mois ou d'un trimestre l'entrée des États-Unis en récession. On connaît tous l'idée de la destination, mais le voyage
prend toujours un peu plus de temps. C'est un peu le schéma dans lequel on est encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, il y a ça, mais en fait, on a quand même du mal à réconcilier les dynamiques des chiffres avec une récession à venir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, que ce soit sur le marché de l'emploi qui est absolument incompréhensible. On a une baisse de la productivité en Europe, un niveau d'emploi qui se maintient remarquablement bien, des hausses de salaire, c'est comme si on était redevenu compétitif. Mais alors on ne sait pas très bien dans quel domaine. En tout cas, sur tout ce qui n'est pas délocalisable, finalement, on est très compétitif et on voit que l'économie réelle se porte bien. Et pourtant, on nous dit qu'on va vers une récession. Et c'est vrai que, franchement, c'est très compliqué d'y voir clair. Mais donc on a une sorte d'équilibre ouateux en ce moment qui fait que tout le monde est un peu perdu et on va dire que ex-ante, tout le monde peut avoir raison. Exactement. Mais quelle est la bonne direction ? Je crois que là c'est vraiment la plus grosse énigme pour nous à résoudre. Et d'ailleurs les avis deviennent de plus en plus tranchés. C'est-à-dire qu'on est obligé de partir sur... on a des portefeuilles qui sont totalement... qui visent une récession en septembre. On se prépare pour la destination. Exactement. Ouais, on reste plutôt embarqué dans le voyage. Mais quand on gratte, on voit bien que les positionnements financiers sont complètement différents. Certains voient le 10 ans baisser, d'autres voient au contraire que la récession sera plutôt par le 2 ans, la baisse drastique du 2 ans, une repentification des courbes. Donc on va dire que pour le moment, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre. C'est compliqué d'essayer de surnager et de trouver une vraie voie d'investissement. Tous les scénarios se valent à ce stade, Valérie. C'est vrai que quand on parle c'est que du timing en ce moment. Quand on parle des données économiques, alors il y a la différence entre les soft data, les hard data. Même au sein des soft data, il y a cet écartèlement entre les manufacturiers et les services. Enfin, c'est plus de 10 points d'écart, 15 points d'écart en Allemagne, je crois, entre les enquêtes manufacturières, les enquêtes de services. Et comme le dit très bien Pierre, mais chaque conviction se trouve confortée par une série de données, quel que soit d'où on se place, quoi. Alors, il y a l'économie et la bourse. Moi, dans l'économie, je n'ai pas beaucoup de doutes, parce que j'ai des modèles qui sont extrêmement simples, mais qui sont long terme. Et pour moi, mes modèles long terme, ça fait très longtemps qu'ils me disent la même chose, parce que ils ne sont pas data dependent, enfin, ils ne sont pas short-term data dependent. Ils bouffent de la donnée sur un siècle. Ce qui est publié au mois le mois, ils s'en foutent complètement. C'est ça, il y aura une récession un jour. Alors ça, je ne sais pas, je ne travaille pas sur le PIB. Mais l'inflation va reprendre aux États-Unis. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bon, je vous le donne. C'est Madame Irma, mais c'est pas grave. C'est mon roadmap. Je vais le dire franco parce que c'est mon caractère. Pour moi, le pic d'inflation, c'est entre 2026 et 2028. Bon, je travaille sur la temporalité et sur le rythme. Je ne travaille pas sur le niveau. Parce que le niveau, en fait, je ne sais pas le modéliser. En revanche, le rythme, ça marche pas mal, la modélisation sur le rythme. Parce qu'en fait, je travaille selon une hypothèse qui est que nous sommes, que ce soit dans l'économie ou sur les marchés, tout est régi par des comportements humains et que les comportements humains, ce sont des réactions à des informations ou à des séries d'informations, à des événements, et que la façon dont, en tant que groupe comme en tant que personne, nous nous adaptons à la nouveauté, au changement, aux perturbations, eh bien, cette façon de nous adapter, elle est constante dans le temps. Il y a des patterns. Il y a des patterns qui se reproduisent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans l'économie, comme sur les marchés financiers, c'est pas tout à fait les mêmes patterns, c'est pas la même vitesse, etc. Mais on peut trouver des patterns. Donc, il y a un pattern sur l'inflation. Et ce pattern sur l'inflation, donc voilà, je devais avoir un point bas en 2020, on l'a eu. Je dois avoir un point haut entre 2026 et 2028. Je pense qu'on l'aura. Donc là, on a fait une première partie de hausse. Et effectivement, on a des effets de second tour. Donc, moi, je pense que les effets de second tour, ils sont toujours devant nous. Sauf qu'ils sont lents. Ça fait plusieurs fois que je me répète sur ce sujet-là. En fait, la hausse des salaires, elle peut tout à fait se poursuivre l'année prochaine, même si on a un ralentissement économique. Ça peut être indépendant. En fait,
à ce moment-là des cycles inflationnistes, c'est bien la particularité, c'est que on peut avoir ce découplage auquel on n'est plus du tout habitué parce que ce qui s'est produit au cours des 15-20 ans précédents, ça n'était pas ça. Mais là, on peut avoir ce découplage où les salaires ne baissent pas, même si l'inflation baisse, ils vont continuer leur progression. Peut-être qu'on ne va pas tout le temps progresser à 4-5%. Ouais. Peut-être qu'on va continuer à progresser à seulement 3,5 ou 4%. Mais si on a une inflation qui continue à baisser, ça va limiter cette baisse possible de l'inflation des matières premières. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une baisse du coût des matières premières qui avait été inflatée de façon surprenante, ne l'oublions pas, à cause de l'Ukraine et pas à cause de quoi que ce soit d'autre. C'est quand même cette explosion du prix des matières premières, c'était l'Ukraine. Bon, bref, donc on se réadapte là-dessus. Et maintenant, ce qu'on a devant nous pour l'année ou l'année et demie qui vient, c'est cette incorporation de la hausse des prix de la hausse des salaires qui fait que l'inflation doit se maintenir. En fait, moi, c'est ce que j'attends. C'est ça, c'est que les salaires poursuivent leur hausse et que donc l'inflation baisse beaucoup moins que ce que les banques centrales vont penser. Mais tout ça, c'est sur quelle temporalité ? Ça peut se produire relativement vite, c'est-à-dire que ça peut être d'ici 6 mois, c'est un peu la fenêtre de tir la plus courte, mais ça peut prendre encore 1 an et demi avant qu'on ait cette reprise nette de l'inflation. D'accord. Ce croisement entre les salaires font monter, mais les matières premières continuent d'avoir une pression à la baisse, ça peut prendre quelque part dans cette fenêtre-là. Et sur les marchés financiers, il y a ceux qui pensent à que va-t-il se passer dans 3 mois et qui donc vont plutôt favoriser les scénarios désinflationnistes, et ceux qui pensent à ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 3 ans, et qui, eux, vont de plus en plus favoriser les scénarios inflationnistes. Et si on regarde la partie la plus longue de la courbe, en fait, ça commence à titiller sur le 10-30. Donc, les gens... Ça titille sur le 10-30, c'est-à-dire que, finalement, depuis un mois, la partie courte donc sur le 2 ans, 5 ans, par exemple, la partie courte a plutôt reculé, on a plutôt aplati cette partie de la courbe parce que les gens se sont dit « Oh là là, on a quand même des risques de ralentissement qui sont juste là devant nous. » Et donc, on n'a pas encore le timing du point bas. Donc, sur la partie courte, on a des gens qui vont plutôt jouer des scénarios récessionnistes. Mais si on se projette à un petit peu plus long terme, comme on voit qu'on a quand même toujours des taux qui sont négatifs à bien des endroits dans le monde, des salaires qui montent, etc., on peut se dire qu'il y a toujours un risque que cette inflation reparte. Mais comme on n'a pas le moment du point bas encore, la meilleure façon de jouer cette reprise de l'inflation, c'est d'aller se positionner sur la partie la plus longue des courbes de taux. Et l'écart entre le 10 ans et le 30 ans, il n'a pas baissé. Il a été plat, ça dépend de quand on regarde, mais en fait, sur un mois, dans une partie courte, c'est tendanciellement en baisse, et partie longue, c'est tendanciellement plat à haussier. Donc, pour moi, c'est ce qui est en train de se mettre doucement en place, et petit à petit, cette propagation de la pontification de la hausse de la courbe de taux va se faire quand on arrivera au moment où tout le monde sera d'accord que oui, on sait quand va se produire le point bas de l'économie. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, on a toujours cette... alors, ce qu'on peut... Il y a plus de consensus sur le moyen long terme. C'est pas encore un consensus. Mais quand on regarde les courbes, en fait, déjà, il y a 2 mouvements opposés qui ont changé de sens. Parce qu'avant, on avait toujours la partie longue qui restait... La partie longue de la courbe restait très déprimée, elle ne bougeait pas. On avait du mouvement sur la partie courte. Et maintenant, la partie courte est en train de se calmer, parce qu'on attend, tout le monde est positionné et attend, alors que la partie longue commence tout doucement, mais pour moi, il y a une direction. Voilà, je pense qu'il y a une direction de pontification, même si c'est pas encore super perceptible. Mais c'est des trucs qui sont lents. Hein. Donc, Vous avez cette réflexion, Franck. Alors effectivement, il faut bien calibrer les horizons de temps dont on parle, les horizons d'investissement, mais il y a l'idée d'un cycle inflationniste qui est encore devant nous, avec des mouvements et des mini-cycles qui vont être parfois désinflationnistes. On est dedans, et vous dites l'inflation américaine sera à 2,5% en fin d'année, mais qu'en sera-t-il effectivement 12, 18, 24 mois après ? Oui, enfin, je pense qu'il y a un niveau d'incertitude qu'on a rarement eu en fait, sur les marchés, qui a vraiment, qu'on a ressenti très fortement en 2022, parce qu'on sortait d'une expérimentation absolument unique
En fait, on n'a jamais eu, dans l'histoire, un policy mix aussi agressif. Avec une politique budgétaire totalement alignée sur une politique monétaire hyper agressive. Donc, on a imprimé la monnaie banque centrale pour des montants déments. On a eu un recours à la dette pour des montants déments. Et on a distribué des chèques. Et ces chèques, ils n'ont pas été consommés parce qu'on était dans une période de lockdown. Donc, on a créé un excédent d'épargne qui s'est investi aussi sur des marchés de taux. Ça explique aussi le très bas niveau des taux qu'on a eu partout dans les économies développées. Qui explique aussi, parce que les ménages entament cet excédent d'épargne, la résilience de l'économie. Bien sûr. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, c'est la productivité du travail. Elle est négative aux États-Unis sur un an. Ça veut dire que pour la même unité produite, il vous faut plus de ressources. Et ça explique énormément la résilience du marché de l'emploi aux États-Unis. On voit les postes vacants, c'est toujours à 10 millions. Exactement. Et ça, c'est une source quand même d'inquiétude pour la Fed, parce que ce que cherche à faire la Fed, c'est quand même peser au maximum sur l'activité pour déprimer l'inflation. Donc, ça fait partie de la recette de déprimer l'emploi. Sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que aussi, on a cette productivité négative de l'emploi aux États-Unis. Et des effets démographiques. Alors, le paquebot démographique, il nous donne quand même des tendances long terme assez visibles, assez claires. Mais les effets se matérialisent parfois de manière un peu plus brutale que d'autres. Et il y a un moment démographique aussi, là, qui est là aujourd'hui devant nous. Je ne sais plus, en Allemagne, c'est des millions de travailleurs qui vont sortir du marché du travail pendant les prochaines années, sous l'effet du vieillissement, du choc démographique, etc. Donc, il y a un moment aussi un peu de cristallisation de ce choc démographique sur quelques années. Et la croissance potentielle, c'est la démographie plus les gains de productivité. Donc, effectivement, tout aujourd'hui concorde vers une croissance potentielle très proche de zéro, très légèrement positive, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Et le tout aussi dans une espèce, un gonflement dément des agrégats monétaires qu'on a pu observer sur les dernières années. Donc en fait, on est dans cette période où on commence à purger ces excès, mais d'une manière assez limitée. Sur la politique monétaire, oui, on rentre dedans avec ce qu'on appelle le quantitative tightening, etc. Donc on rentre dedans. On est juste au début de ce moment. Sur la politique budgétaire, on ne le voit pas vraiment. On le voit pas vraiment. Il y a toujours une proportion à faire des chèques, sectoriellement en Europe. Et puis aux États-Unis, il y a l'IRA quand même. Alors, OK, il y a des coupes budgétaires sur 10 ans dans l'accord là, qui va être sans doute, souhaitons-le, voté. C'est 1500 milliards sur 10 ans, c'est 6% du PIB américain étalé sur 10 ans. Mais sur 10 ans, ça ne joue pas tant que ça, ça joue pas tant que ça. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord. C'est ce que je dis, c'est que, OK, il y a un momentum négatif sur la politique budgétaire aux États-Unis, mais quand même, c'est pas si négatif que ça. Donc c'est compliqué d'avoir une vision très claire. Sur 12 mois, le déficit américain, c'est 7% du PIB. C'est énorme. Donc c'est pas la cure d'austérité forcée. Absolument. Comment on regarde le marché dans ce contexte ? Parce que sinon, là, on va faire toute l'émission sur le cycle inflationniste. Mais un petit bilan du mois de mai, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on reste... alors, sur les grands actifs clés, est-ce que tout reste bien canalisé en terrain connu ? Parfois, on est plutôt dans la borne basse sur les actions européennes, parfois plutôt dans la borne haute sur le S&P 500, sur les mouvements de change, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties du cadre, là, au cours du mois de mai ? Ou est-ce que tout reste... comprimé là où on a bien identifié les choses. Vous l'avez très bien dit en introduction, c'est vrai que la force du dollar est c'est un vrai actif et ça a été un mouvement majeur du mois de mai. Le retour en grâce du Nasdaq aussi, puisque les valeurs de croissance qui font des résultats surperforment largement tout ce qui était value depuis 2021-2022. C'est vrai que c'est un positionnement qui était finalement assez simple à prendre, mais c'est vrai que le traumatisme de 2022 pouvait constituer un certain frein au repositionnement des portefeuilles. Quant à l'obligataire, moi ça reste quand même vraiment ma vraie énigme, puisque là, au sein de Myriad Asset Management, nous avons deux avis assez différents entre le gérant qui est long duration, qui n'est pas moi, et le gérant qui est court duration, parce qu'il attend avec impatience de savoir s'il va y avoir une récession. Et
Moi, je suis quand même beaucoup moins pessimiste que mes interlocuteurs, parce que en fait, je n'oublie pas de toute cette période de désinflation compétitive, avec le fait qu'on n'était pas compétitif par rapport aux marchés mondiaux, et soudainement, on pourrait avoir un retour en grâce de l'inflation endogène dans nos pays. Ça voudrait dire que tout d'un coup, on est vraiment largement plus compétitif. Bon, moi, je reste quand même assez dubitatif sur le fait que l'industrie peut être compétitive en Europe et aux États-Unis comparativement au reste du monde. On puisse finalement retrouver des marges de manœuvre sur les dynamiques salariales qu'on avait complètement perdues pendant 20 ans. J'adorerais que ce soit le cas, honnêtement, ça serait formidable. Alors là, pour le coup, je suis moins optimiste que vous. Mais si vous avez raison, à la limite, ça pourrait arranger beaucoup de personnes. Oui, c'est difficile d'exclure totalement des scénarios... c'est difficile de se dire inflationnistes, que le monde a complètement changé et que ce qui prévalait sur les salaires avant le Covid pourrait finalement... Enfin, qu'on a changé complètement de régime sur les pays occidentaux. J'ai quand même un peu de mal à y croire, mais à la limite, je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas qui a raison, et c'est pas vraiment ça l'enjeu, quoi. L'enjeu, c'est de positionner les portefeuilles, en tout cas, sur la partie obligataire, et sur la partie obligataire... Vous refusez la duration. Non, mais c'est difficile parce que, en fait, il se trouve que ce qui performe le mieux dans un cadre récessif, c'est quand même le haut rendement. Et ça, que ce soit en 2022 ou en 2023, ça reste quand même une vraie énigme. Les actifs obligataires les plus risqués sont ce qui performe le mieux depuis 1 an et demi maintenant. Donc, si on a un scénario très récessif, effectivement, il faut investir sur du long. Si on pense à l'inflation, il faut shorter le long. Et c'est vrai que le positionnement uniquement sur la courbe des taux est compliqué. C'est beaucoup plus simple de raisonner en risque, pas sans risque. Ouais. Et donc, le sans risque étant le cash, puisqu'il y a du risque un peu partout, que ce soit des obligations gouvernementales jusqu'au high yield. Donc, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on fait du cash ? Et du cash en dollars, pourquoi pas, compte tenu des dynamiques de taux d'intérêt. C'est ça la vraie protection pour vous. Moi, j'ai longtemps considéré que le cash était le monétaire n'était pas un actif. Et là, c'est une classe d'actifs à part entière. Là, maintenant, c'est le retour. C'était intéressant parce que c'est moins vrai peut-être mais la semaine dernière, quand on a vu le retracement de quelques pourcents sur les actifs risqués sur les indices actions, non seulement les taux baissaient pas, mais ils continuaient de monter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'effet d'amortisseur de la baisse des actions avec un soutien par le marché obligataire. Oui, parce que le marché se cherche, en fait. Sur la partie obligataire, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que sur la partie action, où finalement... on a des bonnes dynamiques et l'inflation, c'est quand même vraiment plutôt favorable aux sociétés en croissance qui peuvent faire du... On l'a vu dans les résultats, oui. Et voir ce que vous citez, là, c'est une corrélation qu'on a eue pendant 3 trimestres en 2022. Oui. Et on n'avait jamais eu, historiquement, une corrélation de ce type, où tout baissait pendant 3 trimestres. 3 trimestres à la suite. Ça ne s'est jamais vu. On le retrouve dans quelques séances, quand même. Mais un mot sur la duration, parce que nous, on a traversé comme cette période en étant vraiment short duration. Donc, c'était plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal vu. Et c'est toujours très, très compliqué de retourner des positions sans forcément passer par une position neutre. Parce que neutre, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a des convictions aujourd'hui beaucoup plus fortes que sur les 18 mois passés. Et notamment sur le fait que la Fed a atteint son plateau. On y est. Allez, on y est à modulo 25 BP. Oui. C'est pas si grave que ça. Enfin, à l'échelle de l'histoire. Après les 500 points de base, non. C'est pas très très grave. Ouais, c'est pas très très grave. Et donc là, on s'est positionné sur des positions longues en duration sur le marché américain. On est très sceptique sur le niveau actuel des marchés euros. Donc un Bund autour de 2,50, c'est extrêmement cher. D'accord. Mais vous remarquerez qu'il n'a pas bougé, le Bund. Sur les 2 dernières semaines, il n'a pas bougé. On a une correction de 40 BP sur la Treasury 10 ans, alors que le Bund a bougé de 10 BP, pas plus. C'est quand même assez impressionnant. Alors que tout militerait pour que ce soit plutôt le Bund qui lâche par rapport à... L'Allemagne est en récession. Exactement. Non mais je ne sais pas s'il y a un lien. Je sais pas s'il y a un lien, mais... Non, mais l'Allemagne est en récession. On est en zone euro. On a une inflation cœur qui va être très, très, très au-delà de l'objectif de la Banque centrale en fin d'année. Et encore une fois, la BCE est en retard. Donc, il y a encore beaucoup à faire. D'accord, mais donc vous dissociez vraiment la partie européenne et la partie américaine. Totalement. Sur les États-Unis, vous êtes beaucoup plus confortable avec l'idée de reprendre de la duration. Je notais d'ailleurs que les points hauts du taux à 10 ans américain sont toujours plus bas. C'est-à-dire, on a été à 4,25
3,65. On est à 70 et puis après, on est allé à 4. Et puis là, le point haut de la semaine, c'est 3,80. Et 3,80, ensuite, boum, le taux rend un peu derrière, quoi. Exactement. Et c'est une logique de protection, de hedge anti-récession, ou c'est une logique de rendement qui vous amène à prendre de la duration? 3,80 par rapport à du monétaire. C'est une bonne remarque, c'est une logique aussi de construction de portefeuille. D'accord. Parce qu'on est long sur le crédit pour avoir du carry, donc du rendement. Là, il y a du rendement. Dans nos portefeuilles. On a du rendement, notamment aux États-Unis. Et la protection vient sur l'obligataire? C'est pas seulement une protection, parce qu'on y croit, mais c'est un hedge assez naturel, en fait. Ça nous permet d'assumer totalement notre positionnement de portefeuille. Et avec l'idée d'une inflation américaine globale qui serait à 2,5% en fin d'année, très bas hein, par rapport à ce qu'on connaît depuis 24 mois, ça nous met où le 10 ans américain, ça? C'est quoi l'amplitude du mouvement qu'on peut avoir on n'est pas encore au pivot. On est sur un plateau au niveau de la Fed, de peu ou prou. Le pivot, c'est quand le moment exact, le timing de la future baisse de taux. Et ça, c'est très compliqué à anticiper. Moi, je crois que le thème « higher for longer » a de beaux jours devant lui. Donc, je ne vois pas de baisse de taux en 2023. Peut-être pas sur la première partie de 2024. Donc là, les marchés sont fragiles, parce que c'est exactement ce qu'ils price quand même. Hein. Il y a à peu près 30-40 BP de price de baisse de taux sur la fin de l'année. Ça évolue. On rajoute 25 BP, donc peu ou prou 60-70 BP sur les 6 prochains mois, on va dire, 8 prochains mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ça nous positionne quand même une entrée en récession en Q3, Q4 cette année sur l'économie américaine. Et puis on ne la voit pas trop. Hein. Non. On ne la voit pas. Non. Valérie, sur la logique de marché, alors l'obligataire, moi je veux bien qu'on parle du Nasdaq quand même, le leadership renforcé du Nasdaq là, à travers le mois de mai, dopé à l'IA, dopé à Nvidia. C'est pas un thème. C'est un thème qui fait beaucoup parler. Je me suis trompée. J'ai eu tort, parce que je ne pensais pas que le Nasdaq allait faire cette accélération là, qu'on a eue au cours des 15 derniers jours, où il est parti tout seul à la hausse. Je pensais que s'il continue à monter... Déconnecté des taux, déconnecté de tous les autres marchés. Des taux qui montaient pendant cette période-là, le luxe... le luxe craquait, même le luxe était arrêté, stoppé par les taux. On ne peut pas dire que c'était un mouvement croissance généralisé. Bon, donc, c'était de l'alpha. Bon, ça c'est quand on n'a pas compris ce qui s'est passé. On dit on pouvait pas le prévoir, c'était un truc microscopique qui est sorti du lot. Bon, alors, donc je suis pas bien à l'aise pour commenter là-dessus, parce que de toute façon, on est dans une situation où si on prend l'ensemble des messages du marché, on peut continuellement trouver différentes parties du marché qui se contredisent. Hein. Par exemple, Franck, si soi-disant les problèmes américains de dette étaient réels, on ne devrait pas acheter du dollar et de la dette américaine. Bon, et pourtant, vous avez réfléchi et vous avez quand même pris ce pari-là. Il y a bien entendu des gens qui font le pari inverse et personne ne... Voilà. Alors, mettre une probabilité au défaut américain, c'est impossible. Donc déjà, c'est pas possible parce que les probabilités, c'est à partir de statistiques et que quelque chose qui ne s'est jamais produit, c'est une statistique de 0. Enfin, il y a 2 siècles, c'était pas la même banque centrale. L'historique n'est pas très riche de ce point de vue-là, en matière de défaut. Il y a des pays qui ont un historique un petit peu plus riche que celui-là. Mais pour les États-Unis, la statistique, c'est 0. Donc, dans un modèle, normalement, on met une statistique et là, c'est pas possible. Donc, si on met une statistique, on la sort du chapeau. C'est pour ça qu'on peut choisir de l'ignorer complètement, ce problème-là, parce qu'on ne peut pas le mesurer. Mais il n'y a que des trucs comme ça. Donc, on a fait remarquer luxe, IT, luxe et tech, etc. Il y en a dans tous les sens, des trucs comme ça. Bon, alors, moi, dans ces cas-là, je me dis, le marché ne me dit rien de clair. Donc, la plupart des gens, la plupart du temps, on se dit quel est le message principal du marché, où va-t-il? Donc moi là je me dis où ne va-t-il pas? Je cherche les endroits et ce qu'il me dit sur les endroits où il ne va pas. Parce que finalement, si je sais qu'il va pas là, normalement ça réduit le champ des possibles. Bien sûr. On trouve parfois une façon de se faufiler quoi. Et en fait, il va nulle part. Enfin, il peut aller nulle part. Il y a pas. Ah oui. Bon. Pour le moment, il peut aller nulle part.
à chaque fois que j'envisage, D'accord. je me dis, bon, allez, fais-le passer par là. Je me dis, oui, mais ça coince. Il y a peu de chances. Il y a des forces de rappel qui continuent à s'exercer partout. Et... chaque scénario trouve des forces opposées assez crédibles en face. Qui sont relativement fortes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont assez fortes ? C'est parce que justement, on est encore dans une période où beaucoup d'investisseurs ont des convictions fortes, qu'ils sont encore prêts à défendre. Et que quand on est dans une consolidation de marché, ce qui est bonne hypothèse depuis un petit moment, quand on est dans une consolidation, la consolidation, elle dure tant qu'on n'a pas épuisé les investisseurs, c'est-à-dire que tant qu'on a... Chacun d'entre nous n'a pas remis en cause toutes ses convictions. Les positions sont solides. Pour le moment, les positions sont solides. Il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de surexposition, il n'y a pas trop de risques embarqués. Et donc mais il y a du risque des deux côtés. Parce qu'il y a ceux qui pensent depuis longtemps que la hausse n'est pas justifiée et qui donc, à chaque fois qu'on remonte sur les actions, baissent trop sur les taux, enfin bon, bref, qui vont dans un sens. Et puis, il y a les autres qui trouvent que de toute façon, le scénario, le paysage macroéconomique n'a pas encore donné de signaux de changement intéressant. Et donc, le voyage continue, quoi. Et donc, eux, ils continuent à jouer le scénario opposé. Et ces gens-là, en fait, il faut tous les deux il faut que ces deux foules opposées, la foule des haussiers et la foule des baissiers, il faut qu'elles perdent pied. Et ce que le marché va faire dans les mois qui viennent, c'est donner tort aux uns, donner tort aux autres, attendre que tout le monde soit crevé. Et quand on sera tous crevés, qu'on n'en pourra vraiment plus, qu'on dira tous le contraire de ce qu'on pensait il y a 3 mois, là, on pourra se poser la question de la sortie. Ça, c'est que de l'expérience. Je ne suis pas l'arbitre du match, mais depuis 6-9 mois, il valait quand même mieux pas être contre le sentiment. En tout cas, il valait mieux être haussier que baissier. Enfin, un baissier après 9 mois de hausse, je ne sais pas dans quel état il est, mais normalement, il est déjà un peu fatigué quand même, Valérie. Mais pas forcément. Non, j'en sais rien. Non, il y a des gens... on a pris 30% sur les actions européennes en 9 mois. Oui, mais moi j'entends encore des gens qui continuent à dire que cette hausse n'est pas justifiée et que donc elle va être corrigée. Donc, de toute façon, ils vont avoir raison à un moment donné. Enfin, oui, plus le temps passe, oui. Si. Et moi, j'y suis prête. Je sais qu'à un moment donné... C'est quand même une histoire de moyenne, les marchés. Honnêtement, c'est... mais il y a de la vol autour de la moyenne. On est bien d'accord. Et c'est bien la difficulté. C'est que en consolidation... la moyenne a posteriori, elle est plate. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 70 à 80, le marché, quand on est à 10 000 sur le Dow Jones et qu'il valait 1000, et ça a l'air plat, ce qui s'est passé. C'est plus 50, moins 50 à 4 reprises. Moins 30 plus 30, il y a une amplitude de mouvement autour de la moyenne importante. C'est ça qu'on a devant nous, pour moi. Là, on ne fait pas du plus 50, moins 50. Non, pas encore. En tout cas, là où le marché ne va pas, c'est sur les émergents. Et ça, je pense qu'on peut être d'accord. Parce que là, on a quand même un marché qui est aussi bien obligataire qu'action, qui est complètement déprimé. Et on a vraiment des dynamiques très difficiles sur les marchés chinois. Et ça joue là, parce qu'on voit beaucoup, là, le CAC, le luxe souffre. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi le luxe marque un coup d'arrêt. C'était peut-être cher, les taux, etc. Les pays émergents, vraiment les pays émergents les plus, on va dire, ceux qui ont le taux de rendement le plus haut et le plus élevé, vraiment n'attire pas. Ça souffre vraiment très très fort. Et les marchés asiatiques souffrent également très fort. Donc Sauf le Japon. Sauf le Japon, mais qui n'est pas du tout un pays émergent. Non. Un pays justement. émergé. Justement, merci le yen, encore une fois. Oui, le yen. Le yen au tapis, les marchés japonais sont en forme, sachant que le Nikkei n'est pas pondéré par les capitalisations boursières, mais par les prix. Donc c'est comme le Dow Jones, c'est sujet à caution. Mais c'est vrai que le marché japonais va très bien. Et on peut dire, je pense que tout le monde dit merci au yen qui est complètement au tapis, notamment par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Pour conclure là-dessus, pour conclure sur la Banque du Japon, Franck, je ne sais pas, on a abandonné l'idée que la Banque du Japon allait normaliser, elle aussi, ou à sa mesure, sa politique monétaire, ou c'est encore un sujet devant nous? Je pense que c'est la Banque centrale à suivre cette année. D'accord. Donc Kuroda a laissé le bébé. Oui. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais quand on voit l'évolution de l'inflation, encore une fois au Japon, et notamment l'inflation cœur, on est à 3,8. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc il va falloir qu'il bouge. Bon, on suivra ça. Les prochaines réunions vont concerner déjà la Fed et la Banque Centrale Européenne devant nous dans les 2 prochaines semaines. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, et Pierre Bismuth, responsable des gestions de Myria Asset Management.